2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. Neil, this is Houston, we're copying. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité de la conquête spatiale toutes les semaines. On a déjà parlé dans un dossier de l'espace du passé riche en eau et en atmosphère de la planète rouge. En effet, cette dernière a très probablement connu un cycle de l'eau abondant entre 4,2 et 3,7 milliards d'années avant notre ère. Mais cela a-t-il été suffisant pour laisser le temps à la vie de faire son apparition ? Répondre à cette question est une priorité pour toutes les agences spatiales qui s'intéressent à Mars. Une équipe du laboratoire national de Los Alamos, aux États-Unis, vient de publier une étude apportant un nouvel indice dans cette enquête. En effet, en analysant les données de l'instrument SHEMCAM du rover martien Curiosity, ils ont pu détecter des traces résiduelles de bore. Le bore est un élément chimique considéré comme assez rare à l'échelle du système solaire. Or, sa présence serait nécessaire à l'apparition de l'ARN, une des briques fondamentales de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. En effet, pour se former, l'ARN aurait besoin d'un sucre appelé ribose. Ce dernier est instable et se décompose rapidement dans l'eau, sauf s'il est stabilisé par la présence de bore. La découverte de bore à la surface martienne n'est pas la garantie que de l'ARN ait pu se former dans les océans primordiaux de la planète rouge. Mais c'est le signe qu'une condition supplémentaire était présente pour que cela arrive. Les observations qui ont mené à cette découverte ont été réalisées dans le cratère de Gale, qui est la zone d'opération du rover Curiosity. Ce cratère est âgé de 3,8 milliards d'années et a probablement accueilli un lac d'eau à ses débuts. Il a été possible d'analyser la composition chimique du sol grâce à l'instrument SHEMCAM. Ce dernier utilise un rayon laser pour vaporiser une petite quantité de matériaux qu'il est alors possible d'analyser grâce à des spectromètres. C'est un des 12 instruments scientifiques qui équipent le rover. Ce dernier vagabonde dans le cratère de Gale depuis le 6 août 2012. C'est un rover considérablement plus imposant que ses grands frères, Spirit et Opportunity. Avec ses presque 900 kg, il a le gabarit d'une petite voiture. La mission primaire de Curiosity est justement de préciser si des conditions propices à la vie ont un jour pu exister sur Mars. En 4 ans d'études du cratère de Gale, le rover a pu apporter de nombreux indices du passé riche en eau de la planète, mais également de la perte atmosphérique qui a affecté Mars. Le cratère de Gale, avec son passé riche en eau et en éléments propices à la vie, offre une cible parfaite pour la recherche d'une vie microbienne, fossile ou encore présente. La NASA espère que le rover Curiosity va pouvoir continuer sa mission encore quelques mois, voire années. Il a en effet déjà bien souffert au niveau de ses roues et utilise une source d'énergie non renouvelable à l'inverse d'Opportunity. On espère que d'ici là, il aura le temps de nous apporter des informations supplémentaires sur les conditions qui régnaient sur Mars à l'époque où le cratère Gale était le lac Gale. Allez, on revient sur Terre maintenant avec une petite frayeur. Le 1er septembre, l'astéroïde 3122 Florence a croisé l'orbite de la Terre en passant à seulement 7 millions de kilomètres de chez nous. C'est le plus gros astéroïde à être passé près de la Terre depuis que la NASA a lancé son programme de recherche sur les géocroiseurs en 1995. 3122 Florence mesure 4,5 km. De quoi faire de sacrés dégâts en cas d'impact avec la Terre. À la surprise des astronomes qui ont pu l'observer de près lors de son passage dans le voisinage terrestre, l'astéroïde possède 2 lunes. Ces dernières mesurent respectivement 100 et 300 mètres et se sont probablement formées après un impact sur l'astéroïde lui-même. Florence est de forme assez ronde avec un grand cratère et une ligne de crête. Techniquement, il fait partie de la famille d'astéroïdes dite Amor. Ces derniers ne sont pas vraiment ce qu'on appelle des géocroiseurs, mais plutôt des géofrôleurs, en cela qu'ils frôlent la Terre depuis l'extérieur de son orbite. Les astéroïdes et autres comètes représentent un danger difficile à estimer pour notre planète. Des objets relativement petits entrent très régulièrement dans l'atmosphère, et ceux qui ne sont pas complètement désintégrés peuvent engendrer des dégâts importants. Dernier exemple en date, le météore de Chelyabinsk, un bolide d'une quinzaine de mètres qui a explosé en 2013 au-dessus de l'Oural, provoquant d'importants dégâts.
L'énergie libérée a été estimée à environ 30 fois Hiroshima. L'onde de choc a brisé un grand nombre de vitres, provoquant plus d'1 millier de blessés. On ne parle pourtant d'ici que d'un objet relativement petit et de faible masse. On soupçonne un événement similaire d'avoir dévasté la Sibérie le 30 juin 1908. L'explosion, bien plus puissante qu'en 2013, avait abattu près de 60 millions d'arbres sur près de 100 km de forêt. On estime qu'une météorite de l'ordre de 60 à 190 mètres de diamètre est responsable de l'événement. Résultat, une explosion libérant autant d'énergie que 1000 fois la bombe d'Hiroshima. De quoi donner raison aux Gaulois, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Si 3122 Florence entrait un jour en collision avec la Terre, les dégâts seraient immenses. Il suffit de voir la surface constellée de certains corps du système solaire pour comprendre la violence inouïe de ces impacts. C'est pour cette raison que la NASA s'évertue à répertorier et à surveiller un grand nombre d'astéroïdes et de comètes qui pourraient présenter un danger pour la Terre. Lorsque l'un d'entre eux se présentera, il faut espérer que l'humanité aura mis au point une technologie de défense. On avait parlé dans le 13e épisode de DNDE de la sonde DART. Cette dernière doit impacter un astéroïde en 2022 dans le but de le dévier de sa trajectoire. Cela devrait servir de démonstrateur technologique au cas où la situation se présenterait réellement. Bref, pour le moment, rien ne sert d'angoisser. Les chances sont infiniment faibles pour que vous vous trouviez sous la trajectoire d'un bolide venu de l'espace. On va finir ce tour des actualités spatiales du côté de notre bon vieux Soleil. Ce dernier a piqué une grosse colère le 6 septembre. Une équipe de chercheurs britanniques a en effet détecté à cette date la plus grosse éruption solaire depuis 12 ans. D'autres éruptions de forte puissance ont suivi ces quelques derniers jours. Une éruption solaire se traduit par une activité accrue d'une partie du Soleil qui peut s'accompagner d'éjections de matière ionisée. La température de la surface concernée peut grimper à 100 millions de degrés. Ces éruptions s'accompagnent aussi de fortes émissions en rayons X, en rayons gamma et en ondes radio. On classe les éruptions solaires avec des lettres A, B, C, M et X. Chaque lettre représente une éruption 10 fois plus puissante que la précédente. L'éruption du 6 septembre était une classe X, la plus puissante donc. Sur Terre, cela n'a pas trop à nous inquiéter. Nous sommes protégés par le champ magnétique intense de notre planète qui dévie une très grosse partie des radiations. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du sol, les choses commencent à se corser. Ainsi, le 10 septembre, l'équipage de la Station Spatiale Internationale a été sommé de s'abriter dans une pièce spécifique, suite à une de ces éruptions particulièrement violentes. La station se trouvait alors du côté de son orbite la plus exposée au Soleil. Les fortes émissions en rayons X et rayons gamma des tempêtes solaires sont aussi connues pour perturber les instruments de satellites et parfois même les installations au sol. On avait parlé dans un dossier de l'espace de Mars qui perd son atmosphère sous les coups de butoir du vent solaire. Lors d'une éruption, ce phénomène est grandement accéléré et de manière générale, il ne vaut mieux pas être dans l'espace lorsque le Soleil fait des siennes. Cela pose évidemment un problème majeur pour l'exploration au-delà de l'orbite basse. On ne peut pas se permettre d'exposer des personnes à des taux de radiation si élevés pendant plusieurs jours. Ce qui engendre une contrainte supplémentaire lorsqu'on pense par exemple au voyage martien. Si les astronautes doivent rester 2 ans en mission hors de la magnétosphère terrestre, il y a de bonnes chances qu'ils connaissent des épisodes d'éruption solaire plus ou moins intenses. Faut-il alors essayer d'écourter le voyage grâce à des moteurs plus performants ou plutôt fournir un moyen de protection aux astronautes face à ces éruptions ? C'est un des très nombreux problèmes que vont devoir résoudre les architectes d'une telle mission. Cela va aussi devenir un problème pour le secteur balbutiant du tourisme spatial. Personne n'est prêt à payer des sommes faramineuses pour un tour dans l'espace si à l'arrivée, cela se solde par une bonne dose de radiation. Voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous invite à partager vos réactions et questions dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi retrouver les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.